Bonsoir à toutes et tous. Je suis Sylvain Lefebvre, je suis responsable du réseau et je suis très heureux de vous accueillir au nom de CAFPI pour cette conférence. À mes côtés, Maurice Assouline, président du directoire, que vous connaissez tous, et Jean-Pierre Pires. Votre présence, ça montre tout l'intérêt que vous portez à notre société. Le problème, il a commencé avec une très profonde évolution de la société américaine et européenne, mais surtout américaine, où il n'était pas possible d'avoir une demande solvable avec des revenus, les salaires augmentant pas assez vite, et donc on a fait une demande solvable, comme vous le savez, par le crédit et par les plus-values, essentiellement les plus-values immobilières. Et les plus-values boursières, mais surtout immobilières. Et c'est dans les plus-values que se sont constituées les hausses de pouvoir d'achat, puisqu'on a fonctionné en stock et pas en flux, ce qui est assez classique dans les bulles. Mais le problème, c'est qu'on a l'ingénierie et l'ingéniosité bancaire a permis que ça dure 30 ans. Puis à un certain moment, évidemment, les arbres ne montent pas jusqu'au ciel. On ne peut pas transférer les risques à tout le monde et à n'importe qui sans que ça finisse par se voir. Ça s'est vu, pouf, c'est tombé. Et forcément, à un certain moment, comme ça se manifeste, il y a une réduction des crédits, il y a un début de restriction et l'économie commence à se ralentir. C'est maintenant que ça se manifeste. Ça se manifeste très concrètement. Réduction de la croissance un peu partout dans le monde. D'ailleurs, physiquement, la moyenne de vitesse des bateaux de commerce dans le monde a baissé de 3 nœuds. C'est très intéressant à voir ça. Ils ont baissé volontairement parce qu'il y a moins de commerce, donc il faut que les bateaux tournent moins vite et ça économise de l'énergie. Et quand on voit les chiffres, c'est partout pareil. Chine va passer de 10 à 8, ce qui est quand même énorme. L'Inde va passer de 9 à 7 ou 6. Les États-Unis sont le seul qui va maintenir une croissance significative, mais ils sont en année électorale et ils ont tous les moyens évidemment de créer de la monnaie comme ils veulent. Bon. L'exemple français, nous sommes à une dette qui est de l'ordre de 85% du PIB. On dit que quand un pays dépasse 90%, c'est pas soutenable, ça dérape, ça part très très loin. D'autant plus que même si vous augmentez l'impôt sur les sociétés ou l'impôt sur le revenu, ça ne rentre que l'année suivante, puisque c'est sur le revenu. Et donc le seul impôt qui peut être augmenté et avoir des rentrées rapides, c'est la TVA. Vous imaginez un gouvernement qui est élu et qui augmente de... En fait, il faut trouver 3 points de TVA. 3 points de TVA à annoncer au mois de juillet. Je vais vous faire une petite confidence, ça aura lieu. Qui que ce soit qui sera président de la République, ça aura lieu. Parce qu'on ne pourra pas faire autrement. Et si on ne le décide pas nous-mêmes, il y aura quelqu'un qui viendra nous dire, écoutez, ou vous le faites ou on ne vous prête plus. Mais le ménage qui, lui, constitue notre clientèle au jour le jour et qui se retrouve pas forcément dans toute cette médiatisation de la mondialisation, quel est en fait l'impact de cette finance sur la banque de détail qui nous concerne plus directement ? Elle est considérable. D'abord, est-ce que nous sommes dans une économie globalisée et que je vous rappelle que ce sont les banques françaises qui ont acheté parmi les premières des titres américains et ce sont les banques françaises qui, les premières, ont dit ces titres américains ne valent rien. Donc ce sont les banques françaises, la BNP très spécifiquement, qui a tiré le signal d'alarme d'une globalisation qui ne marchait plus. Au point d'ailleurs que les Américains en sont maintenant à nous dire oui, la crise des subprimes c'est de votre faute parce que si vous ne nous aviez pas acheté ces produits, on ne les aurait pas vendus. Je vous jure que j'ai vraiment entendu ça sérieusement par des hauts fonctionnaires américains. Pour revenir sur un monde un peu plus local, on va dire, il y avait une volonté politique d'une France de propriétaires. Aujourd'hui, est-ce que c'est une réalité économique? Et que devrait faire, selon vous, le prochain président? Quels seraient les axes qu'il devrait développer? Comme vous savez mieux que personne, la France, j'avais beaucoup étudié ça dans le rapport de la commission que j'ai présidée, nous avions fait de nombreuses propositions sur le sujet. Si on prend les pays membres de l'Union européenne, en termes de ratio de France propriétaire, on est 22e. Donc on est très très loin, 22e sur 27. La Lituanie est avant nous. Pourtant, la société française est une société qui revendique cela. Pour moi le cœur du problème, c'est l'absence de terrain.
Donc l'immobilier est un enjeu politique, on l'aura bien compris. Mais en termes de financement, est-ce que ça reste ou ça doit être une priorité pour les banques? C'est ce que je vous dis, ça doit être une priorité absolue, parce que d'abord, c'est un marché, une demande réelle énorme. La première chose que les gens veulent acheter, c'est un logement, quoi. C'est la priorité absolue. Et en particulier, je dis, dans une période où il y a des cohabitations massives, croissance démographique. Quelle note d'espoir vous nous donnez? Alors on va raisonner sur du court terme. En ce qui nous concerne, on sera sur le premier semestre 2012. Les éléments qu'on pourrait épuiser favorables pour l'approche dans un contexte dans lequel on ne se voit pas la face non plus. Encore une fois, l'intervention de la Banque centrale a sauvé le système. Donc, moi qui disais, si la Banque centrale n'intervient pas, l'euro va disparaître. La Banque centrale est intervenue. Donc l'euro a un peu de temps devant lui, parce que la Banque centrale intervient. Donc ça, c'est un élément formidablement important. Mais moi, je pense à long terme à une solution sur le logement que je voudrais vous suggérer, vous soumettre, parce que pour moi, c'est la solution de long terme. Je pense que les gens ont envie d'être propriétaires, en effet, mais que malgré tout, le grand danger de la propriété, c'est d'entraîner l'immobilisme. Je suis propriétaire d'une quantité abstraite, et j'exerce cette quantité abstraite dans un lieu changeant. À mon sens, c'est ça l'avenir de la propriété, c'est de distinguer la propriété du bien. Mais il se passera beaucoup de temps avant que ça soit une réalité. Serons-nous encore là? Moi, j'ai annoncé depuis le mois de juillet que la dégradation aurait lieu, parce que pour moi, elle avait déjà eu lieu, puisque le taux d'intérêt était déjà supérieur à plus que nous sommes aujourd'hui. Donc la dégradation était de fait, et donc la dégradation actuelle, ne fait que ratifier, par une des trois agences seulement, une sur trois, ne fait que ratifier un état de fait. Mais si on prend l'opération de levée de fonds ce matin de la France, on a un écart de 130 points. 130 points, c'est plus, disons, c'est plus d'écart que ne justifierait notre notation actuelle. Je ne veux pas en dire plus. L'écart est supérieur à ce que justifierait notre notation actuelle, qui, si nous valions vraiment notre notation actuelle, ça ne devrait pas être 130, ça devrait être moins. Voilà. On ne peut pas en dire plus. Et si en plus on reste dans la perspective que j'ai dit tout à l'heure, qui est explicitement évoquée, enfin allusivement, mais quand même explicitement évoquée dans le rapport de S&P, sur lequel il y aurait beaucoup à dire, mais s'il ne se passe rien en termes de maîtrise des dépenses publiques et des recettes avant le mois d'août, enfin juillet, je ne vous fais pas un dessin. Merci en tous les cas de vos présences. Merci Jacques Attali des questions et des réponses. Et puis ce que je vous propose, c'est un cocktail, un livre dédicacé de Jacques Attali et puis quelques échanges très amicaux. Merci beaucoup. Merci. Stop.